Le vent brûlant du Sahel balayait la poussière, mais dans le silence lourd de Tenko, un moment décisif se préparait. Ibrahim Traoré, capitaine burkinabé, n'était pas venu pour un discours. Pas de cérémonie, pas de fanfare, juste une présence marquante et silencieuse. Un engagement, une promesse. La lutte pour la souveraineté du Burkina Faso continuerait, coûte que coûte. Ce geste n'était pas qu'un acte symbolique, c'était un message fort à ceux qui, depuis trop longtemps, avaient ressenti l'absence de l'État dans leur vie. Ibrahim Traoré incarnait cette promesse d'un renouveau, une quête pour la souveraineté et l'autonomie. Mais cette promesse, quel prix serait-elle prêtée à son peuple? C'est cette question qui résonne à travers chaque décision et action du capitaine. Ibrahim Traoré, en prenant position face à ses soldats, a tracé un chemin que beaucoup jugeraient insurmontable. Le Burkina Faso, un pays en guerre, dont les ressources étaient épuisées, devait maintenant se reconstruire à partir des cendres de son passé. Traoré ne promettait pas un avenir sans défi, mais un avenir où chaque Burkinabé, qu'il soit soldat ou agriculteur, aurait sa place dans la reconstruction. Les enjeux étaient clairs, l'État devait reprendre le contrôle de son territoire, sa souveraineté et avant tout regagner la confiance de son peuple. C'était un pari risqué, un défi géopolitique où la balance penchait entre la stabilité interne et les pressions externes. L'impact de ces décisions allait se faire sentir bien au-delà des frontières du Burkina Faso. La question était désormais, ce modèle de gouvernance porté par Traoré et sa vision pourrait-il devenir un exemple pour d'autres nations du Sahel en quête d'indépendance et de renaissance? Ou, au contraire, allait-il se perdre dans les défis de la guerre et des sanctions internationales? Ce sont ces questions qui alimentaient les débats dans chaque coin du pays, chaque réunion secrète, chaque opération militaire. Au cœur de l'action, un mini-révélateur a émergé. En janvier 2025, le Burkina Faso vivait l'une des périodes les plus sombres de son histoire récente, marquée par des attaques incessantes et la montée de l'insécurité. Plus de 60 attaques terroristes avaient frappé l'est du pays en 3 mois, provoquant la perte de plus de 150 vies humaines. Les villages, autrefois prospères, étaient devenus des lieux déserts, tandis que les marchés étaient fermés et les champs abandonnés. Le pays, en proie à des tensions internes et externes, semblait au bord de l'effondrement. Mais dans ce contexte de crise, une résilience inattendue émergeait. Des milliers de bénévoles, des membres des volontaires pour la défense de la patrie, avaient pris les armes pour défendre leurs terres. Formés en seulement 14 jours, ces civils se transformaient en soldats, prêts à se battre pour la préservation de leur nation. Le rôle d'Ibrahim Traoré, dans ce contexte, ne se limitait pas à une simple gestion militaire. Il représentait l'âme d'un peuple, un leadership porté par une vision de reconstruction nationale. Lors de sa visite à Tenko, un camp militaire stratégique, Traoré n'apparaissait pas comme un dirigeant traditionnel vêtu de son uniforme, mais comme un homme profondément ancré dans la réalité du terrain. Loin des discours politiques, il se tenait aux côtés de ses soldats, partageant leurs défis et leurs espoirs. Ce geste d'unité était le reflet de sa stratégie. Non seulement reprendre le contrôle du territoire, mais aussi, et surtout, reconstruire la confiance du peuple envers ses dirigeants. En écoutant les soldats, en partageant leur quotidien, il redéfinissait les liens entre le gouvernement et la population, mettant en lumière un leadership plus proche des citoyens que jamais. Lors de sa visite à Tenko, Ibrahim Traoré ne se contentait pas de représenter le gouvernement. Il incarnait un changement profond dans la perception du leadership au Burkina Faso. Il n'est pas venu en héros, mais comme un témoin humble de la résistance nationale. La guerre, certes, avait fracturé le pays, mais elle avait aussi créé une nouvelle cohésion, un esprit de résistance que le capitaine nourrissait chaque jour. Pour Traoré, le plus grand défi était de fusionner les forces militaires et civiles pour un objectif commun: restaurer l'État dans ses fonctions et ramener la paix sur les territoires perdus. Les soldats sur le terrain, une majorité d'entre eux provenant des volontaires pour la défense de la patrie, avaient été formés à la fois pour combattre et reconstruire. Ce double rôle, inédit, devenait la pierre angulaire de la stratégie de Traoré. En intégrant les civils dans l'effort de défense, Traoré redéfinissait la notion même de gouvernance. Les civils n'étaient plus de simples spectateurs ou victimes de la guerre, mais devenaient des acteurs essentiels de la reconstruction.
Chaque membre des VDP portait non seulement un fusil, mais également l'espoir d'un futur où la nation pourrait se reconstruire par elle-même sans dépendre d'une aide extérieure qui dans certains cas était devenue insuffisante. Ce leadership de proximité se traduisait dans chaque décision prise sur le terrain. En rencontrant les commandants locaux, Traoré introduisait une nouvelle forme de gouvernance, plus directe, où la collaboration entre les différentes couches de la société burkinabé était au centre. Le plan était clair: unifier le peuple autour de la défense de la terre et de la souveraineté, en prouvant qu'aucune adversité ne serait trop grande pour être surmontée. Les événements se sont accélérés après l'arrivée de Traoré sur le terrain. En mars 2025, une série de frappes militaires coordonnées a marqué le début d'une offensive conjointe entre l'armée régulière et les volontaires pour la défense de la patrie. Le paysage du Burkina Faso, un mélange de zones rurales et de villes dévastées, était devenu un véritable champ de bataille. Cependant, au lieu de se concentrer uniquement sur les combats, Traoré et son équipe ont adopté une approche plus intégrée. Chaque victoire militaire était suivie d'un plan de reconstruction immédiate. La bataille pour le territoire devenait également une lutte pour le retour de la normalité dans les vies des civils. La prise de certains villages a été marquée par la réouverture des marchés, symbole de la reconquête du territoire, mais aussi de la restauration d'une certaine forme de vie civile. Ce n'était pas qu'une question de reconquête militaire. C'était un combat pour l'existence même de la nation. Le retour de la sécurité dans ces zones reculées a permis aux familles de revenir, même si la peur demeurait présente. Les soldats et les civils se sont unis pour faire renaître la vie là où la guerre avait semé la destruction. Au fur et à mesure que les jours passaient, la situation sur le terrain a évolué. Les bataillons burkinabés, renforcés par les drones locaux, ont pris l'avantage sur les insurgés. Les drones, fabriqués localement par des ingénieurs formés sur le terrain, ont fourni un soutien tactique crucial. La première victoire a été symbolique, la reprise de la ville d'Akimba. C'était là que la transformation a pris une tournure nouvelle. Les civils qui avaient autrefois fui sont revenus et l'ombre de l'insécurité s'est lentement dissipée. Les familles ont commencé à planter de nouveau dans leurs champs et les écoles, fermées depuis des années, ont rouvert. Cependant, ce retour à la vie normale n'a pas été sans sacrifice. Le premier mois a vu de nombreuses pertes, avec plus de 30 blessés et plusieurs soldats tués dans les premiers combats. Pourtant, pour chaque soldat tombé, une dizaine de bénévoles se sont levés pour prendre leur place. C'était un phénomène sans précédent, une mobilisation de la population, non seulement pour défendre son pays, mais aussi pour reconstruire ce qui avait été détruit. Le slogan de cette période est devenu « Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera ». Ce message de résilience était au cœur de la stratégie de Traoré. Il a compris que pour vaincre les terroristes, il ne suffisait pas d'éradiquer les groupes armés, mais il fallait aussi restaurer la foi du peuple en son propre avenir. Cette approche innovante de la défense et de la reconstruction simultanée a permis de créer un sentiment de cohésion parmi les civils et les soldats, transformant la guerre en un processus de reconstruction nationale. Ce modèle, bien qu'encore fragile, montrait déjà des signes de succès dans les premières phases de l'offensive. La dynamique de la guerre a pris un nouveau tournant. Au lieu de chercher une victoire décisive sur un seul front, l'objectif était désormais de maintenir une pression constante sur les ennemis, tout en reconstruisant les infrastructures essentielles pour la vie quotidienne. La restauration des puits, des écoles et des routes est devenue un projet national, mené à la fois par des militaires et des civils. L'implication des VDP, pourtant formés en tant que combattants, a joué un rôle central dans cette stratégie, marquant un tournant dans la manière dont la guerre était menée. Les efforts de Traoré et des volontaires pour la défense de la patrie ont rapidement produit des résultats quantifiables. En moins de 3 mois, plusieurs indicateurs clés ont témoigné du progrès sur le terrain, renforçant l'idée que la stratégie mixte de défense et de reconstruction fonctionnait. Parmi ces signes tangibles de succès, on note d'abord la réouverture de plus de 60 marchés dans les régions autrefois occupées par les insurgés. Ces marchés ont non seulement fourni des biens de première nécessité aux civils, mais ont aussi permis aux agriculteurs locaux de reprendre leurs activités, rétablissant ainsi une certaine forme d'économie locale.
L'impact de cette réouverture a été mesuré par une augmentation de 15% de l'activité commerciale dans les zones concernées, un chiffre significatif pour une nation en guerre. Cette réactivation de l'économie locale a été un indicateur clé de la résilience du pays face à la guerre et aux perturbations économiques causées par les attaques terroristes. Un autre point marquant a été la restauration des infrastructures de base. D'ici mai 2025, plus de 300 puits ont été rétablis dans les zones de l'Est où l'accès à l'eau potable était devenu un luxe rare. Ce chiffre représente un pourcentage important des puits détruits au cours des 2 dernières années et il a eu un effet direct sur la qualité de vie des habitants. Les familles, qui autrefois faisaient des kilomètres pour trouver de l'eau, ont pu revenir dans leur maison et reprendre une vie normale. En parallèle, plus de 40 écoles ont rouvert leurs portes dans les zones affectées par les attaques terroristes. Cela a permis à des milliers d'enfants de retourner en classe après des mois, voire des années, sans accès à l'éducation. Les autorités locales rapportent que 65% des enfants déplacés ont retrouvé le chemin de l'école et parmi eux, 65% ont bénéficié de programmes éducatifs renforcés pour rattraper leur retard. Ce chiffre montre non seulement la réussite de la réouverture des écoles, mais aussi l'engagement des autorités à investir dans l'avenir de la jeunesse burkinabé. L'initiative des VDP a également été un facteur déterminant. Plus de 30 000 volontaires ont été formés en 2025 et, selon les estimations locales, leur nombre pourrait dépasser les 100 000 à la fin de l'année. Bien que leur formation ait été rapide et parfois jugée insuffisante par les experts militaires, la motivation et la détermination des volontaires ont permis de compenser ce manque. Leur présence a été cruciale dans la libération de plusieurs zones stratégiques, et leur engagement est devenu un symbole de la résistance populaire face à l'insécurité. Ces résultats chiffrés montrent clairement que la guerre menée par Traoré et les VDP ne se limitait pas à des actions militaires. Elle intégrait un processus de reconstruction sociale et économique parallèle. Le Burkina Faso, grâce à ses efforts locaux, a réussi à transformer une situation désastreuse en un modèle de résilience, mettant en évidence la capacité du pays à se relever même au milieu du chaos. Le modèle de gouvernance proposé par Ibrahim Traoré et sa vision de la reconstruction du Burkina Faso ont été rapidement confrontés à des critiques internes et internationales. D'un côté, ses partisans louaient sa capacité à unir les civils et les soldats pour reconstruire une nation dévastée, mais de l'autre, ses détracteurs voyaient dans ces méthodes un risque pour la stabilité à long terme. L'un des arguments les plus souvent avancés par ses opposants est qu'en mettant l'accent sur la mobilisation civile au sein de la guerre, Traoré pourrait mener le pays à une militarisation excessive, ce qui pourrait déstabiliser les institutions civiles et créer une dépendance dangereuse à l'armée. Cependant, Traoré répondait à ces critiques en mettant en avant la nécessité d'un modèle hybride, où la défense et la reconstruction étaient intrinsèquement liées. Il estimait que sans la participation active de la population, il serait impossible de restaurer le pays sur le long terme. Il rejetait l'idée que les forces armées puissent dominer la politique, soulignant que son objectif n'était pas de renforcer l'armée au détriment de la société civile, mais de bâtir un consensus national autour de la souveraineté. L'État n'est pas seulement une institution militaire, il est avant tout le reflet de la volonté populaire, disait-il lors de ses discours. D'un autre côté, certains analystes internationaux se sont alarmés de l'approche de Traoré en matière de politique étrangère. Ils ont vu dans son isolement vis-à-vis des grandes puissances internationales un risque pour le Burkina Faso, notamment dans un contexte géopolitique fragile. Certains observateurs ont averti que la politique de Traoré, en particulier son refus de se soumettre aux diktats des puissances occidentales, pourrait entraîner des sanctions économiques sévères et donc une pression accrue sur la population. En outre, le renforcement des liens avec des pays comme la Russie et la Turquie, en échange de soutien militaire et technologique, a suscité des préoccupations quant à la diversification des alliances du pays. Pourtant, ce qu'il faut noter, c'est que malgré les critiques internes et internationales, les résultats sur le terrain étaient indéniables. Le modèle de Traoré a permis de stabiliser certaines régions du Burkina Faso, de rétablir l'ordre public et de raviver l'économie locale. Bien que sa stratégie soit jugée risquée par certains, elle a, au moins pour l'instant, permis au pays de rester debout face à des ennemis puissants et de continuer à fonctionner dans une relative normalité.
Les véritables enjeux, en réalité, ne résidaient pas uniquement dans la politique intérieure ou extérieure de Traoré, mais dans la question fondamentale de savoir si le Burkina Faso pouvait réellement se reconstruire de manière autonome. Dans un monde où l'interdépendance est la norme, Traoré plaçait son pays dans une position de défi, mais aussi de potentiel de transformation. En fin de compte, sa stratégie pourrait être vue comme un test pour savoir si une nation pouvait se relever de ses cendres sans l'aide des grandes puissances, en s'appuyant uniquement sur ses propres ressources humaines et naturelles. La lutte du Burkina Faso pour sa souveraineté n'était pas seulement militaire, mais aussi symbolique. Ibrahim Traoré, en refusant de se soumettre aux pressions extérieures, incarnait une résistance calme mais résolue contre les puissances occidentales. Mais alors que la situation sur le terrain s'améliorait, une vérité plus profonde commençait à se faire jour. Cette guerre ne se gagnerait pas uniquement sur le champ de bataille. L'une des premières réalisations marquantes de Traoré fut la réouverture des marchés dans des zones naguères sous contrôle des insurgés. C'était plus qu'un simple retour à la normale, c'était un symbole de résilience, un acte de défi face à la violence. Au même moment, Traoré mettait en place un système de défense hybride, où la collaboration entre les civils et l'armée n'était pas une option mais une nécessité. Ce n'était pas un simple plan de guerre, mais un modèle de gouvernance participative, où chaque Burkinabé, armé ou non, se voyait impliqué dans le processus de reconstruction. Ce modèle faisait écho à une vérité simple: une nation qui se reconstruit seule, avec ses ressources, sa main-d'œuvre et sa volonté, est une nation plus forte, plus indépendante. La reconquête du territoire et la restauration de l'ordre au Burkina Faso sous le leadership d'Ibrahim Traoré ont eu des effets profonds et variés sur les différents segments de la société. D'abord sur le plan économique, la réouverture des marchés et la relance de l'agriculture ont permis de stimuler l'économie locale. Dans les zones où les insurgés avaient semé la terreur, des signes de vie ont réapparu. Les agriculteurs, qui avaient fui leurs champs, ont commencé à y retourner, bien que la menace d'attaque ne soit jamais totalement écartée. Dans des régions comme l'Est, les récoltes ont repris et les marchés ont vu une augmentation de l'offre de biens locaux. Selon les rapports des autorités locales, l'activité commerciale a augmenté de 20% dans certaines zones rurales et le retour de l'agriculture a contribué à améliorer la sécurité alimentaire. Pour les jeunes générations, la réouverture des écoles a offert un retour à la normalité et un espoir de futur. Plus de 40 écoles ont rouvert dans les zones de conflit, accueillant des milliers d'enfants qui pendant des mois avaient été privés d'éducation. L'impact sur la population jeune a été immédiat, avec une participation de plus de 70% des enfants déplacés dans les programmes scolaires. Cela a non seulement offert une chance de rattrapage, mais aussi renforcé l'idée que l'éducation était un outil essentiel pour la reconstruction du pays. Côté sécurité, les efforts de Traoré pour renforcer la coopération entre l'armée régulière et les VDP ont permis de stabiliser certaines zones. Cependant, la situation restait fragile. Le nombre d'attaques terroristes a diminué de 40% au cours des 6 premiers mois de l'année 2025, mais les insurgés restaient actifs, notamment dans les régions frontalières. L'absence de soutien extérieur a rendu la situation encore plus complexe, d'autant plus que la communauté internationale, notamment l'Union européenne et les Nations Unies, a maintenu des sanctions économiques et politiques contre le Burkina Faso. Ces sanctions ont exacerbé la pression sur le gouvernement de Traoré, limitant son accès à des ressources extérieures essentielles à la reconstruction. Malgré les défis, la mobilisation des citoyens pour la défense du pays est devenue un modèle. Les volontaires pour la défense de la patrie, bien que formés de manière rudimentaire, ont démontré une résilience et une détermination sans précédent. Leur nombre a triplé depuis le début de l'année, atteignant plus de 100 000 personnes qui non seulement se sont battues contre les insurgés, mais ont également participé à des projets de reconstruction tels que la réparation des routes, la restauration des puits et l'ouverture de nouveaux centres de santé. Cela a permis de renforcer la cohésion sociale et de réduire les tensions entre les communautés locales et les forces de l'ordre. Pour les groupes vulnérables, notamment les femmes et les enfants, la guerre a laissé des cicatrices profondes, mais aussi des opportunités de transformation sociale.
De nombreuses femmes ont repris les rênes de leur foyer, devenant des leaders communautaires, notamment dans les projets agricoles. Le soutien à ces initiatives a renforcé leur rôle dans la société, ouvrant la voie à une plus grande égalité des genres à long terme. Cependant, malgré ces avancées, la reconstruction reste incomplète. Le pays doit encore surmonter de nombreux obstacles, notamment la réconciliation nationale, la gestion des tensions internes et les pressions internationales. Le chemin vers une paix durable semble encore long, mais les premières étapes franchies sous le leadership de Traoré montrent que le Burkina Faso est capable de se relever de ses blessures et de continuer à se battre pour son avenir. Alors que l'avenir du Burkina Faso demeure incertain, 3 scénarios s'offrent à la nation dans les 6 à 12 mois à venir, chacun dicté par les choix politiques et stratégiques que fera Ibrahim Traoré. D'abord, le scénario de la stabilité progressive, qui semble être le plus optimiste. Si Traoré réussit à maintenir l'unité entre les différentes factions internes et à poursuivre la reconstruction dans les zones récemment libérées, le pays pourrait voir une amélioration continue des conditions de vie. La reprise économique serait marquée par une augmentation de l'investissement dans les infrastructures locales, tandis que l'agriculture, moteur clé de l'économie burkinabé, pourrait retrouver son dynamisme grâce à la coopération renforcée entre les communautés rurales et les autorités locales. Dans ce scénario, les sanctions internationales pourraient s'assouplir, facilitant ainsi l'accès à de l'aide humanitaire et des investissements extérieurs, ce qui aiderait à accélérer la reconstruction. Ensuite, le scénario plus prudent qui envisage une stabilité fragile, où les gains réalisés seraient menacés par une résurgence des attaques terroristes. Bien que les régions centrales et occidentales du pays soient relativement pacifiées, les zones frontalières et l'Est, toujours sous pression, pourraient devenir le théâtre de nouvelles violences. Ce scénario supposerait que l'armée, bien que mieux équipée grâce aux drones et à l'assistance des VDP, ne soit pas en mesure de maintenir un contrôle durable sur ces territoires. Dans ce cas, la croissance économique serait inégale et l'instabilité politique pourrait persister avec des tensions internes liées à la gestion des ressources et à la répartition des pouvoirs entre les militaires et les civils. La communauté internationale pourrait intensifier les pressions, ce qui ralentirait encore la reconstruction du pays. Enfin, le scénario du déclin, qui serait le plus sombre et le plus redouté par le gouvernement de Traoré. Si les tensions internes entre les civils et l'armée se creusent, ou si les ressources pour maintenir la guerre et la reconstruction viennent à manquer, il est possible que le pays tombe dans un état de dégradation prolongée. Les VDP, bien qu'essentiels à la défense du pays, pourraient devenir une force de pression incontrôlable, risquant de déstabiliser davantage le gouvernement. La population, toujours fragile après des années de guerre, pourrait perdre espoir dans la capacité de l'État à restaurer la paix durablement. En outre, les sanctions internationales pourraient devenir plus sévères, rendant plus difficile l'accès aux ressources nécessaires à la reconstruction. Si la guerre se prolongeait, les coûts humains et économiques deviendraient insoutenables, et le pays pourrait entrer dans un cycle de violence continue. Quel que soit le scénario, le leadership de Traoré sera déterminant. Si le capitaine parvient à garder l'unité du peuple burkinabé tout en naviguant les défis géopolitiques, il pourrait redéfinir le modèle de gouvernance pour l'ensemble du Sahel. En revanche, un échec à maintenir la cohésion nationale et à répondre aux pressions externes pourrait compromettre la souveraineté du Burkina Faso pour les années à venir. Le parcours du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré a frappé une corde sensible au-delà de ses frontières, captivant l'attention d'autres nations du Sahel et au-delà. Ce modèle de résistance et de reconstruction n'est pas seulement un exemple de survie, mais aussi un témoignage de la capacité d'un peuple à se relever après des années de dévastation. Dans un monde où l'intervention extérieure est souvent perçue comme la seule solution, le Burkina Faso offre une alternative où la volonté et les ressources internes sont mobilisées pour faire face à la guerre et reconstruire un pays dévasté. Les autres nations africaines, notamment celles du Sahel, suivent de près les développements au Burkina Faso. L'idée que des nations peuvent reprendre leur destin en main sans se soumettre aux diktats internationaux a résonné profondément dans les communautés locales, particulièrement au Mali
et en Guinée, qui connaissent des situations similaires. Le modèle burkinabé incarne cette notion de sovereignty through self-reliance, un concept qui résonne fortement dans un continent en quête de solutions africaines aux problèmes africains. Mais pour que ce modèle prenne racine ailleurs, il est essentiel que les peuples d'Afrique voient cette transformation comme un processus à long terme. Ce n'est pas seulement une victoire contre les insurgés, mais une victoire sur la dépendance, une réaffirmation de l'indépendance politique et économique. Chaque avancée dans la reconstruction est une petite victoire sur les défis quotidiens qui pèsent sur le peuple burkinabé. Si le Burkina Faso réussit, cela pourrait signifier un tournant pour tout le continent. En revanche, s'il échoue, cela pourrait servir d'avertissement à d'autres nations. La reconstruction par soi-même est un défi de taille. La reconstruction du Burkina Faso, dans l'esprit de Traoré, n'est pas un projet qui se limite à la restauration physique des infrastructures. Elle est aussi, et surtout, un projet de transformation sociale, politique et économique. Le chemin vers une stabilité durable repose sur plusieurs étapes clés. D'abord, la consolidation de l'unité nationale. Cela nécessite non seulement l'intégration des volontaires pour la défense de la patrie dans le processus de gouvernance, mais aussi un dialogue constant entre l'armée, le gouvernement et les populations locales. Ce dialogue est essentiel pour éviter que des tensions ne naissent entre les acteurs militaires et civils et pour garantir que les décisions prises répondent aux besoins réels des citoyens. Ensuite, la mise en place d'un modèle économique durable axé sur l'autosuffisance et la production locale. Le Burkina Faso doit rompre avec sa dépendance aux importations et privilégier l'innovation interne, en particulier dans les secteurs agricoles, miniers et technologiques. Le développement de l'industrie locale, notamment par la transformation des matières premières comme l'or et les produits agricoles, est un levier stratégique pour créer des emplois et stimuler la croissance. Puis, la gestion des relations extérieures. Le Burkina Faso, tout en restant ouvert à la coopération avec ses voisins africains, doit continuer à affirmer sa souveraineté face aux pressions internationales. Une stratégie de diversification des alliances, comme le montre la collaboration avec la Russie et la Turquie, est indispensable pour réduire la dépendance vis-à-vis des puissances occidentales. Enfin, le soutien à la jeunesse et à l'éducation reste un axe essentiel. Si les jeunes ne sont pas investis dans la reconstruction du pays, alors le cycle de violence et de pauvreté pourrait se répéter. Une éducation de qualité, un accès égalitaire aux opportunités et un soutien aux jeunes entrepreneurs sont cruciaux pour construire un avenir stable et prospère. Au-delà des chiffres et des stratégies, la véritable force du Burkina Faso réside dans son peuple, dans sa capacité à se relever après chaque épreuve. Ce qui a commencé comme un combat militaire s'est transformé en un acte de résilience nationale.